Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de Delubal Software. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons traiter des nouveautés dans RFM6 et RHTAM9. On va pouvoir voir ensemble les nouvelles fonctionnalités, nouveaux modules qui sont sortis au cours de l'année 2024. Donc, pour ce webinaire, je suis Damien Tonnet. Je serai votre présentateur tout au long du webinaire. Je suis ingénieur support technique chez Delba Software depuis maintenant un peu plus de 8 ans. Il y aura également Milan Girard qui sera présent. Milan, je te laisse te présenter. Bonjour Damien, bonjour à tous. Donc je suis Milan Gérard, issu d'une formation génie civil à l'école Polytech à Lille. Je travaille au sein de Global Software en tant qu'ingénieur support technique et aujourd'hui j'accompagnerai Damien pour notamment répondre à toutes les questions pendant le webinaire. Merci Milan. Du coup, pour les questions, vous pourrez directement au cours du webinaire les poser via l'interface de GoToWebinar. Vous avez la zone de chat, vous pourrez directement poser vos questions. Elles seront répondues en direct ou également, si vous voulez, vous pouvez également nous faire suivre par mail à info@delubal.fr vos questions et dans ce cas-là, on pourra y répondre plus tard, juste après ce webinaire. Je vais couper la caméra et on va continuer. Au niveau du contenu sur ce webinaire, on va voir différents points. Tout d'abord, les nouvelles fonctionnalités qui ont pu être apportées à RFM6 et HTML9. On verra ensuite les nouvelles fonctionnalités plutôt liées aux modules et programmes autonomes. On passera également sur la partie nouveaux modules qui ont pu sortir et puis on finira sur les perspectives, le retour sur ce qui était prévu au cours de l'année 2024 et ce qui est prévu là pour l'année en cours, donc l'année 2025. Donc on va pouvoir commencer avec les nouvelles fonctionnalités dans RFM6 et RHTML9. Tout d'abord, nouvelle fonctionnalité, ce sera l'intégration de la console avec l'option Python. Donc sur RFM6, RHTML9, vous avez la console. Initialement, vous étiez sur du JavaScript au niveau du langage. Aujourd'hui, vous avez l'option en langage Python qui est possible. Vous pouvez donc directement écrire dans la console votre script en code Python. Vous pouvez également lire des scripts en code Python pour exécuter des tâches dans RFM ou sur HTML9. Vous avez également la partie objet visuel qui a évolué avec l'import d'objets repères de type 3ds, STL et objets. Donc là, plutôt des fichiers que vous pouvez importer pour rajouter un visuel et donner un aperçu de l'échelle ou de la taille d'un projet. Donc là, plutôt pour des rendus graphiques de votre projet. Vous avez également des nouvelles fonctionnalités avec l'articulation linéique pour les liaisons rigides. Donc, initialement, vous pouviez définir des liaisons rigides entre lignes, entre surfaces, mais c'était des liaisons infiniment rigides. Vous avez maintenant la possibilité de faire des liaisons semi-rigides via l'articulation linéique. On va voir ça à travers un exemple. Vous avez également les commentaires interactifs. Donc ces commentaires, vous pouvez maintenant directement avec un clic droit demander à afficher les commentaires. Et là, vous aurez plusieurs rubriques qui vont s'afficher automatiquement. Vous pourrez aussi choisir les éléments à documenter dans ces ou à faire apparaître au niveau des commentaires. On va passer justement sur un exemple dans RFM6 pour voir cette partie. Donc, je vais dans RFM6. Ici, on va traiter un exemple où on est sur un modèle type plancher mixte, bois-béton, avec une surface béton, une poutre bois. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, alors je vais masquer les charges, c'est la partie commentaire interactif. Vous pouvez sélectionner les éléments, faire un clic droit, et là, vous retrouvez tout de suite la partie commentaire interactif pour les objets sélectionnés. Ça vous permet tout de suite de les afficher. On va ensuite pouvoir les déplacer. Donc là, juste déplacer le commentaire ou déplacer également la flèche du commentaire. Et ici, si jamais, par exemple, pour ma surface, je veux rajouter une information sur l'aire de ma surface, il suffit d'aller directement dans les commentaires, on double-clique dessus, je vais rajouter un hashtag supplémentaire, j'ai un choix déjà prédéfini de différents types d'éléments qui peuvent apparaître dans le commentaire. Donc j'ai rajouté l'air, je vais valider, vous pouvez également compléter avec d'autres données hein, si besoin, et maintenant j'ai l'air qui s'affiche également sur le commentaire de ma surface. Donc ici, voilà, nouvelle fonctionnalité pour ce point-là. Après, vous êtes libre de les masquer ou de les déplacer ici.
On va regarder la partie liaison rigide avec notamment les articulations. Donc ici, vous allez pouvoir, par exemple, on va réafficher les charges. Je vais copier rapidement avec la touche CTRL mon modèle. Je fais un petit décalage ici. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, ça va être de comparer les résultats. Ici, je vais pouvoir, par exemple, définir des excentrements. Donc, les excentrements pourront fonctionner notamment après avec les libérations linéiques. Et l'idée, ça va être de comparer libération linéique et liaison rigide dans ce modèle. Ici, je vais donc définir un excentrement de ma surface. Et initialement, quand vous modélisez votre structure telle quelle, tout est au niveau des axes neutres et fibres neutres des barres et surface neutre des surfaces, tout est confondu. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir excentrer les éléments. Donc là, je vais aligner la face inférieure de ma barre. Alors, soit je définis un excentrement manuellement à 250 mm, par exemple, ou soit je viens définir un excentrement relatif, et là, je fais référence à une barre, où je prends la barre ici et je me positionne sur la face supérieure. Donc j'aligne la face inférieure de ma surface avec la face supérieure de ma barre et je vais pouvoir valider. Donc là ici on a déjà la différence entre un excentrement et sans excentrement. Juste pour vous montrer, on va lancer le calcul et on va voir qu'effectivement, déjà cet aspect-là change la donne dans le calcul et dans les résultats, puisqu'on n'est pas sur les mêmes hypothèses. Dans un cas, on a la dalle qui travaille en compression et plutôt la barre en traction, alors que là, on a les deux qui sont confondus et qui travaillent ensemble en traction-compression ici. Donc on a les résultats ici qui s'affichent et on voit qu'on a une flèche plus réduite dans le cas de l'excentrement. On va pouvoir, au niveau de cet élément-là, où on a la barre et surface définies, modélisées dans un même plan, on va pouvoir définir une libération linéique. Donc pour cela, je vais aller dans le navigateur, dans les objets spéciaux, et je viens définir une libération linéique. Et dans cette libération linéique, je vais pouvoir associer une définition de libération avec des degrés de liberté. Donc là, on va juste libérer en translation, et là, on va mettre une très faible raideur pour simuler qu'on est pratiquement libre en translation au niveau des deux éléments. Ok, on vient assigner la libération sur la ligne de notre barre, et on vient libérer la surface de notre barre. Ok, je vais pouvoir valider. Et ici, si on lance le calcul, on va pouvoir voir une petite différence sur le comportement, puisque là maintenant on a une surface qui va pouvoir translater au niveau de la barre, avec une raideur très faible. Donc on se rapproche du comportement que l'on avait juste à côté, ici. À présent, ce qu'on va regarder, c'est la définition de la liaison rigide. Donc pour définir la liaison rigide, on a besoin d'une barre et d'une surface qui ne sont pas dans le même plan. Donc là, on va pouvoir directement venir excentrer notre surface. Donc là, je vais venir excentrer la surface dans la direction Z de 0,250 mètres. OK, oui. Et donc là, on a vraiment deux éléments dissociés. Donc ici, je vais pouvoir définir une liaison rigide. La liaison rigide, ce sera une type ligne surface. La ligne, ce sera la ligne de notre barre. La surface, c'est celle de notre dalle. Et ici, on va pouvoir après définir une articulation linéique. Donc, cette articulation, je vais pouvoir, si on veut comparer avec ce que l'on a à côté, je vais remettre le réglage que l'on avait ici. Et ici, on se retrouve plus ou moins avec les mêmes hypothèses de modélisation. La différence, c'est que là, on utilise la libération et que là, on utilise une liaison rigide. Donc là, on peut relancer le calcul. Et on va retrouver le même type de résultat au niveau des déformations. Si après on veut passer sur un réglage plus proche d'un comportement réel de liaison, avec notamment par exemple la définition d'un couturage ou de connecteur, ici on pourra venir remodifier notre liaison rigide avec l'articulation, définir une raideur. Ici, même chose pour notre libération, on va venir modifier la définition, partir sur une définition plus proche d'une liaison de connecteurs. Ok.
et on va pouvoir relancer le calcul. Donc là, on va normalement retrouver le même principe que ce qu'on avait vu tout à l'heure, avec une raideur plus faible, mais avec une raideur plus importante, là on devra retrouver également le même comportement au niveau des deux hypothèses de modélisation. Alors l'avantage par rapport à la libération linéique d'utiliser une liaison rigide avec euh, une articulation linéique, ce sera notamment d'avoir la possibilité de modéliser une dalle et des barres qui ne sont pas confondus dans le même plan initialement, et du coup de conserver leurs positions réelles dans le modèle. On va pouvoir continuer sur les fonctionnalités. Ici, je bascule de nouveau sur le PPT et on va continuer. Donc sur les autres fonctionnalités, vous avez également tout ce qui est grandeur de champ d'écoulement qui ont été implémentés dans RFM6. Donc c'est-à-dire quand vous travaillez avec la soufflerie numérique Erwin, vous pouvez travailler également avec la soufflerie couplée à RFM. Dans ce cas-là, RFM envoie votre modèle dans la soufflerie, vous faites le calcul dans la soufflerie, les résultats sont réimportés dans RFM6 et là vous pourrez visualiser vos résultats de soufflerie dans RFM. Donc tout ce qui est champ d'écoulement, c'est-à-dire champ de pression, champ de vitesse, les champs avec les zones de turbulence, tout ça vous pourrez les visualiser comme on a ici dans RFM6, donc là des résultats issus de la soufflerie, des résultats de la soufflerie. Vous avez également tout ce qui est création de surface à partir d'une barre qui a été améliorée avec notamment l'intégration des sections qui ont été créées via R-section. Donc là ici dans RFM vous pouvez donc sélectionner une barre, faire un clic droit, demander à générer la barre en éléments surfaciques. Dans ce cas-là, ça génère des surfaces par rapport à la section. Initialement, c'était uniquement sur les sections de la bibliothèque. Et là à présent, vous pouvez aussi procéder de cette façon avec des sections qui sont issus de R-section. Vous avez également les contraintes dans les barres qui peuvent être visibles via les plans de coupe. Donc ça, on en a déjà un peu parlé dans un précédent webinaire sur tout ce qui est renfort de section. On a vu cette fonctionnalité-là. Mais donc là, vous pouvez également donc l'utiliser. Donc ça vous permet de faire une coupe et de voir les résultats de contraintes à travers la section. Vous avez également une fonctionnalité qui existait dans RFM5, qui a été implémentée dans la 6, c'est-à-dire ici c'est la génération des contreventements dans les cellules. Donc ici vous pouvez demander directement à générer des éléments de contreventement en sélectionnant juste les cellules qui vous intéressent. Donc quand vous passerez par la fonction outil générer le modèle barre contreventement dans les cellules, RFM6 va vous afficher toutes les cellules qui détectent, donc toutes les zones qui détectent fermées, et vous pourrez après sélectionner les cellules dans lesquelles vous souhaitez générer vos contreventements. Vous avez également la partie affichage 3D sur tout ce qui est résultat des modes de flambement pour vos sections qui sont à présent visibles. Donc initialement c'était un affichage de la coupe de la section sur lequel vous pouviez afficher du coup ces modes de flambement. À présent c'est directement un rendu 3D qui est accessible. Comme ce que l'on peut voir ici, ça vous permet tout de suite de voir vos modes de flambement. Et donc là, on fonctionne sur une méthode des bandes finies FSM pour cette partie. Vous avez également le maillage EF indépendant. Le maillage EF indépendant va vous permettre de générer un maillage beaucoup plus clair, beaucoup plus précis au niveau de l'interface de RFM, et on va pouvoir basculer sur un exemple pour voir ce point-là. Donc je rebascule dans RFM et on va voir le modèle suivant ici. Donc ici on est sur un modèle avec plusieurs types d'éléments, des éléments barres, des éléments surfaciques avec une modélisation de voile CLT. On a également un radier béton et une partie solide pour la partie composition de sol. Donc ce que l'on va regarder, ça va être la partie dans un premier temps un paramètre de maillage. Ici, on va conserver un maillage global à 0,5. Vous retrouvez le maillage indépendant préféré ici, qui est donc l'option que l'on va voir juste après. On va aller voir la partie surface, je laisse telle quelle. La partie solide, pour les solides de sol, je vais la passer à 1 mètre. On va faire OK. Et ce que l'on va venir modifier, c'est le paramétrage du maillage sur les surfaces. Donc là, je vais venir modifier, définir un raffinement de maillage. Ce raffinement, donc je vais le créer et on va passer sur un maillage de 0,2, donc 20 cm ici.
On va pouvoir demander à générer le maillage ou afficher le maillage, peu importe, ici. Et on va voir déjà dans un premier temps ce qui se passe. Donc là, on a bien un maillage sur le solide, un maillage sur les surfaces qui s'affiche. Ce que l'on peut voir, c'est que là, au niveau du radier, on a un maillage du coup qui s'adapte par rapport aux éléments connectés ici. Donc ici, on a un maillage qui n'est pas régulier partout. On voit que le maillage ici est à 0,5 et puis plus on se rapproche des voiles, on a un maillage qui est réduit ici. Donc l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité, ça va pouvoir avoir un maillage uniforme au sein de chaque élément. Donc là, ce qui est important aussi, c'est que les éléments soient liés entre eux pour que après le calcul puisse fonctionner ici. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir dans les paramètres de maillage, on va juste rajuster le maillage indépendant, et on va faire OK et appliquer. Et à présent, on va pouvoir voir la différence sur le maillage généré. Donc là, on a toujours le maillage solide ici, mais ce qu'on peut voir sur la partie radiée, c'est qu'on a bien un maillage à 0,5 mm, qui est le maillage réglé de façon globale au modèle, et après on retrouve bien les autres réglages de maillage que l'on avait. Donc ça permet ici d'avoir un maillage un peu plus clair et précis dans notre modèle. Je reviens sur les fonctionnalités et on va pouvoir continuer. Autre fonctionnalité, l'affichage graphique des résultats par situation de projet. Donc ici, ce sera notamment lié à la partie module, où là, vous aurez dans l'affichage des résultats de vos modules la possibilité de visualiser vos résultats par situation de projet. Donc ça, que ce soit dans RFM ou dans RStab. Ici, vous aurez possibilité de consulter et de choisir si vous affichez le max sur tout ou bien juste les résultats liés à la partie ELS sur les résultats graphiques liés au module. Vous avez également la fonctionnalité de cotation avec la fonction de résultat. Ici, vous pouvez donc coter des éléments, coter des barres, et vous pourrez également demander pour un partie résultat, afficher au niveau des cotations des résultats, par exemple les résultats de déformation. Donc en fonction de ce que vous affichez, vous aurez un résultat qui pourra s'afficher en même temps à côté de votre cotation. Ça peut être également intéressant si vous avez des contrôles de déformation à plusieurs endroits le long d'une barre, vous définissez plusieurs cotes, vous pourrez aussi visualiser dans ces différentes zones spécifiques les valeurs max de déformation de l'élément coté. Vous retrouvez aussi la partie ombre dynamique, donc ça, ce sera plutôt sur l'aspect rendu graphique de vos projets. Vous avez possibilité donc d'afficher les ombres sur le modèle, ça permet d'avoir un rendu un peu plus réaliste, et vous pourrez aussi choisir les points d'éclairage de votre modèle, et vous avez accès à plusieurs paramètres sur ces points-là pour la partie ombre dynamique. Vous avez également des nouveaux types de surfaces avec les surfaces spline avec courbure minimale, donc là qui vous permettent de définir une surface, plusieurs points à différents niveaux, et directement RFM va générer du coup une surface spline qui passera par ces différents points via la courbure minimale et qui vous permettra notamment de modéliser des surfaces complexes, par exemple pour définir des surfaces de terrain dans vos modèles. Autre fonctionnalité MIA qui est notre assistante IA, donc intelligence artificielle, accessible donc sur notre site internet et également dans les logiciels de calcul RFEM et RStab. MIA, elle est entraînée directement à partir des connaissances disponibles sur notre site internet, donc article de base de connaissances, FAQ. Elle est également entraînée via ChatGPT. Elle pourra répondre à différentes questions, qu'il s'agit de la partie logicielle pour modéliser ou pour paramétrer vos modèles. Elle pourra également vous apporter des informations sur la partie plutôt calcul de structure, sur des questions, sur des facteurs, sur des paramètres ici. C'est une intelligence artificielle qui nous a permis aussi de recevoir le prix de l'innovation de l'année 2024 au Construction Computing Awards 2024, ici, pour pouvoir justement apporter cette aide et cette assistance via intelligence artificielle à nos utilisateurs. Vous avez également dans RFM 6 la possibilité de retrouver les nouveaux types de barres amortisseurs, donc également des fonctionnalités qui existaient dans RFM 5 qu'on vient de réimplanter ici, avec notamment la définition d'un coefficient d'amortissement, d'une raideur de ressort et d'une masse
et donc là qui permettra de considérer des barres de type amortisseur dans vos modèles. Vous retrouvez également une fonctionnalité qui vous permettra, notamment sur les murs ossature, de générer rapidement les cellules en fonction des ouvertures. Donc ça va permettre de considérer les ouvertures dans vos surfaces et de générer des lignes qui permettront de détecter et définir des cellules. Donc ça, c'est plutôt lié notamment à une fonctionnalité qui sera intéressante avec la partie ossature bois. Donc on peut rapidement regarder ça sur un exemple. Donc ici, quand vous travaillez sur une ossature, vous avez une surface de type ossature bois. Par défaut, là, j'ai une ouverture qui est créée, mais par défaut, les ossatures, elles fonctionnent pour détecter les ouvertures avec des cellules. Donc si je génère ici mon ossature, je n'ai pas l'ouverture de considérer. Donc là, ici, il vous suffira de faire un clic droit et de demander justement à créer des cellules de surface. Je précise la direction par rapport aux axes de ma surface. Et ici, donc, j'ai mes 4 cellules autour de l'ouverture qui sont détectées, et ce qui permet après de générer mon ossature ici comme je le souhaite. Autre fonctionnalité, ce sera les surfaces de transfert de charge qui sont à présent disponibles sur les surfaces courbes. Donc là, vous pourrez utiliser ce type de définition de transfert de charge au niveau des surfaces, sur des surfaces type quadrangle, NURBS, de révolution ou tuyau. Vous avez également la partie évolution des diagrammes pour des points de résultat, c'est-à-dire si vous souhaitez au niveau des surfaces, c'est-à-dire si vous souhaitez donc sortir des diagrammes de résultats spécifiques en fonction des itérations, vous pouvez donc sélectionner, choisir des points directement sur des surfaces pour sortir ces diagrammes. Vous avez également l'affichage des résultats de vérification dans les tableaux qui sont à présent disponibles par situation de projet. Donc là, ici, vous pouvez, dans l'interface sur la partie résultats des modules, module vérification bois, acier, béton, vous pourrez demander dans un même tableau à filtrer les résultats en fonction de s'il s'agit de la partie ELU, ELS, et donc de regrouper dans une première partie tous les résultats liés à la partie ELS ici caractéristiques, ELS quasi permanent ou les résultats ELU, ce qui vous permettra dans la page ici du tableau d'avoir bien les rubriques dissociées et aussi de pouvoir afficher tout ça en détail en fonction des vérifications et des situations de projet. Sur la suite, au niveau toujours de la partie résultats, vous allez pouvoir demander les détails de vérification sur des nœuds de maillage que vous sélectionnez. Donc là, ici, par exemple, on est sur la partie vérification sur du CLT, sur des surfaces. Ici, je vais pouvoir sélectionner directement via le petit curseur le nœud de maillage qui m'intéresse et visualiser les résultats. Donc ça, c'est pour la partie CLT, mais vous retrouvez dans d'autres modules où vous avez des vérifications de surface. Donc vous pourrez sélectionner et visualiser spécifiquement les résultats au niveau du point de maillage sélectionné. Vous avez également des évolutions qui ont été apportées au niveau de l'import des réactions d'appui avec la possibilité maintenant de les définir en tant que charge libre. Donc ici, vous pourrez donc au niveau de RFM6 récupérer des descentes de charge d'un autre modèle. Initialement, c'était uniquement une définition manuelle. Vous deviez sélectionner les lignes et les points auxquels vous réassignez les charges. Maintenant, vous pouvez passer par une définition en charge libre. Donc on va voir ça à travers un exemple au niveau de RFM6. Ici, on a deux modèles. Un modèle qui correspond à un plancher, par exemple, sur mon étage supérieur. Ici, un modèle qui correspond à mon plancher ou mon radier sur mon rez-de-chaussée, par exemple. Et ici, ce qu'on va pouvoir demander, c'est récupérer la descente de charge de ce modèle du dessus sur la surface, sur mon radier inférieur. Donc ici, pour cela, on va pouvoir venir importer les réactions d'appui. Important pour que cela puisse fonctionner, je rappelle juste, il faut que vos modèles soient sauvegardés au même emplacement dans votre Delubal Center pour que la fonction import des réactions d'appui soit disponible. On va retrouver cette fonction dans les assistants de charge. Et ici, je vais pouvoir importer des réactions d'appui. Je double-clique, j'ai mon modèle qui est détecté ici, puisque c'est le même emplacement où ils sont sauvegardés dans mon Delubal Center. Et ici, je vais pouvoir ici définir les objets, le type de connexion, manuellement ou à présent on peut définir charge libre. Je peux choisir les éléments à récupérer.
Et ici, je vais pouvoir préciser comment récupérer, dans quel cas de charge, en fait, redéfinir les charges importées. Alors, soit je fais ça manuellement, je définis manuellement les éléments, soit je passe en automatique, et là, il me récupère le CC1 dans le CC1, le CC2 dans mon CC2. Si je veux modifier, je pourrais toujours repasser en manuel et réajuster ces points-là si besoin. Je vais pouvoir faire OK. Ici, je retrouve mes charges qui sont récupérées. Alors pour moi, avec des points d'interrogation, puisqu'il ne les est pas encore totalement de disponibles, il va falloir relancer le calcul avant. Et donc ici, je vais pouvoir demander le calcul de mon premier cas de charge, donc le CC1. Et ici, on va retrouver la descente de charge donc, que l'on avait ici. Et on retrouve ici les charges récupérées. Donc là, on a le transfert de notre descente de charge qui est effectué et qui est appliqué ici en charge linéique libre, en charge ponctuelle ou charge nodale libre ici. Donc là, je retrouve bien les 1831 au niveau de mon poteau. Je retrouve les mêmes valeurs au niveau de mes zones d'appui linéique ici en charge linéique libre. Ces charges, elles sont définies donc, dans les cas de charge, ici je retrouve bien les charges concentrées libres et les charges linéiques libres. Elles s'affichent en violet puisqu'elles sont générées à partir d'un autre modèle, donc elles sont verrouillées. J'ai pas la main pour les modifier dans l'état actuel. Ce que je pourrais aussi faire plus tard, si jamais ce modèle-là, je suis amené à le modifier et que par exemple je rajoute une charge dans mon CC1 pour avoir une charge horizontale. Hop. Ici, je vais mettre 1 kN par mètre carré. OK. Alors, je reviens juste dans le CC1. Ici, voilà, j'ai ma charge. Je vais enregistrer mon modèle. D'office, il va venir en fait écraser le modèle précédent au niveau des données puisque le modèle de référence a changé. Et ici, je pourrais venir donc remodifier les données pour préciser que je récupère pas que la composante Z, mais je récupère également la composante sur X. OK. Et je pourrais après relancer le calcul pour récupérer les données. Donc là, on va avoir le calcul du modèle DAL R+1 qui va être fait et également donc après la récupération de chargement et les calculs de mon CC1 pour le modèle rez-de-chaussée. Donc là, je retrouve bien mes charges également horizontales. Ce que vous avez importé, pour le moment tout est verrouillé, on l'a vu, hein, c'est des charges qui s'affichent en violet. Si jamais vous souhaitez les déverrouiller pour qu'elles soient indépendantes les unes des autres, vous pouvez demander à déconnecter les charges générées et dans ce cas-là, vous aurez de nouveau la main sur ces charges ici, mais elles ne seront plus liées au modèle DAL R+1. Voilà pour cette fonction ici sur l'import des réactions d'appui en charge libre. Vous avez dû également, je pense, le remarquer, quand vous démarrez ou quand vous connectez à RFM, vous avez à présent une nouvelle fonctionnalité qui sera la connexion via le compte Microsoft. Ici, l'objectif, c'est d'utiliser une authentification unique avec votre compte Microsoft pour l'utilisation des logiciels RFM ou RSTAB. Donc ici, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre compte et associer votre licence RFM à votre compte Microsoft. Vous pouvez, si vous le souhaitez toujours, vous identifier de façon normale avec votre adresse mail et votre mot de passe. Vous avez également des fonctionnalités qui ont été rajoutées sur la partie plutôt rapport d'impression, quand vous souhaitez les sortir en PDF, avec la fonction rapport PDF fusionné. Ici, directement dans l'arborescence du navigateur, vous allez pouvoir venir sélectionner les rapports que vous souhaitez fusionner. Vous faites un clic droit, vous demandez à les fusionner et ça va vous les regrouper dans un seul et même PDF. Donc là, si vous avez plusieurs rapports à regrouper dans un seul PDF, vous pouvez utiliser cette fonction rapport PDF fusionné. Autre fonctionnalité, la possibilité d'exclure certains objets pour les vérifications sur des combinaisons dans les modules de vérification. Donc là, vous pourrez, si certains éléments ne seront pas à calculer, vous pouvez préciser telle balle
telle barre, telle surface ou tel ensemble de barres sont à exclure du calcul pour telle combinaison. Donc ça, c'est disponible et ça a une fonctionnalité notamment liée au module de vérification bois, béton, acier, aluminium. Le seul module sur lequel vous ne le retrouverez pas, ce sera le module assemblage acier. Vous allez également avoir une fonctionnalité qui était très demandée, c'est la fonctionnalité de pouvoir joindre des lignes, joindre des barres qui auraient été divisées, qui auraient été coupées. Donc là, à présent, vous pouvez directement sélectionner vos lignes, vos barres, faire un clic droit et demander à les joindre entre elles. Ça vous permet de conserver donc une seule ligne ou une seule barre et également de conserver les nœuds qui étaient initialement les nœuds de division. Vous les conservez également au niveau de votre ligne ou de votre barre. Une autre fonctionnalité liée à du code, ici ce sera l'import et l'export de scripts Python. Donc vous pouvez très bien à présent au niveau de RFM, RShtab, importer un modèle directement qui aurait été codé avec un langage Python, ou bien également exporter votre modèle en langage Python. Donc ça vous permet, si vous vous projetez de développer un modèle paramétrique via du code Python, vous pouvez très bien modéliser dans un premier temps votre structure, ensuite exporter cette structure avec un script Python, et ça vous permettra déjà d'avoir une base de code pour la suite de la programmation de votre modèle, de votre code Python. Vous allez également retrouver les assistants de charge pour tout ce qui est charge mobile. Donc initialement sur RFM 5, c'était une fonctionnalité qui était disponible à condition de disposer du module RFMove. Aujourd'hui sur RFM 6, c'est une fonctionnalité qui est intégrée de base au logiciel. Et donc là, vous avez un assistant de charge pour la définition de charge mobile sur les surfaces qui est disponible dans RFM 6 et qui est intégré de base à RFM 6. Donc on va pouvoir voir ça à travers un exemple ici. Donc, vous allez ici retrouver un modèle de pont. Ce qui va nous intéresser, c'est de définir deux trames de chargement. Donc de chaque côté de la poutre centrale, on va définir une charge mobile. Donc pour cela, on va pouvoir définir dans un premier temps une surface qui va pouvoir redistribuer nos charges. Donc on va définir une surface rectangulaire de type transfert de charge. Je sélectionne les deux coins de ma diagonale. Et ici, alors j'ai l'axe local de ma surface qui est affiché. On va faire un chargement par bande par rapport à Y. Donc là, ici, je peux venir modifier mes réglages de transfert de charge et on fait direction Y par bande. Ici, OK. Je peux éventuellement, après, s'il faut, masquer le repère local, l'axe local de ma surface, et on va pouvoir passer sur la définition du chargement. Donc là, ici, on va retrouver dans la partie assistant de charge la fonctionnalité charge mobile. Ici, on va pouvoir définir donc une charge mobile sur notre surface. On va venir sélectionner la surface qui nous intéresse. On va ensuite pouvoir définir un ensemble de lignes pour la trajectoire à suivre pour le chargement. Donc là, ça vous permet de définir des lignes qui ne sont pas forcément rectilignes. Ici, je vais donc directement définir un nouvel ensemble de lignes puisqu'il n'existe pas encore. Et je vais juste sélectionner la zone centrale par rapport à ma barre. Et donc là, j'ai mes lignes, mes 4 lignes qui sont récupérées. Donc je définis mon ensemble de lignes ici. On va pouvoir préciser le nombre de voies que l'on a à définir. Ici, on a dit qu'on voulait charger les deux côtés, donc je vais faire deux voies différentes. Et on va pouvoir ensuite, au niveau des voies, définir le pas de déplacement pour chaque point de charge, l'excentrement, donc ici je vais définir un premier excentrement de 0,9. Vous pouvez également, par rapport aux extrémités, aux fins de trajectoire, ou en début de trajectoire ici, définir un décalage ou bien une butée. Donc là vous avez aussi des options là-dessus. Et puis pour la deuxième voie, je vais faire un excentrement donc de moins 0,9 ici. Ensuite, vous avez les différents mouvements, groupes de charge ici qui sont à définir. Donc, on va définir pour notre première voie un modèle de charge.
Et ici, donc je peux choisir le nombre de composantes pour mon chargement. Je peux choisir si c'est une force, si c'est un moment. Je peux définir le repère global pour le chargement ou un repère spécifique qui aurait été personnalisé éventuellement. Je peux définir ensuite la direction des charges et ici, je vais pouvoir choisir le type de charge. Donc soit je suis sur une charge concentrée libre, charge linéique, rectangulaire, circulaire. Si je suis sur une modélisation plutôt d'essieu pour un véhicule, je peux aussi passer sur des options avec axe. Donc là, on a différentes options sur ces définitions. Et je vais juste renseigner la valeur de charge 1 kN ici. Pour la deuxième voie, je vais reprendre exactement le même réglage et la même définition ici. OK, et vous pouvez éventuellement appliquer des facteurs de charge. On va pouvoir après passer sur la partie génération des cas de charge. Donc là, ici, on va juste réajuster. On passe sur une définition, par exemple, en GR1A pour des chemins piétons. OK, on génère les charges et on va pouvoir à présent visualiser sur notre modèle les différentes charges. Donc là, elles sont représentées ici. Je peux augmenter l'affichage s'il faut. Et là, ici, je vais pouvoir visualiser les différents cas de charge qui sont générés ici avec donc les déplacements de charge le long de ma ligne sur ma surface. Donc voilà pour cette fonctionnalité qui est, je rappelle, maintenant intégrée de base à RFM6. Sur la suite des fonctionnalités, on va avoir également une partie calcul dans le cloud en version 2.0, c'est-à-dire que c'est une partie où vous pouvez envoyer vos modèles directement au calcul sur des serveurs, sur des ordinateurs à distance en cloud. Ici, on va pouvoir à présent aussi calculer la partie simulation de flux de vent, donc tout ce qui est lié au calcul avec Airwind via cet outil de calcul en cloud. Et aussi, vous avez une partie calcul, analyse qui a été accélérée environ 20%. Donc, vous avez aussi un gain de temps sur le temps de calcul en plus sur la partie cloud. Donc, qui est intéressant sur des modèles assez lourds au calcul que vous pouvez envoyer du coup sur un calcul en cloud. Vous avez aussi sur la partie chargement au vent, nouvelles charges prises en compte avec les assistants de charge, avec notamment les débords de toiture, donc là qui pourront être considérés dès que vous définissez vos charges de vent avec l'assistant de charge ici. Des nouveaux types d'échange de données au niveau des interfaces avec interface directe avec Briscad. Vous avez aussi un nouveau format d'échange avec le format SDNF, notamment compatible avec des échanges avec Tecla Structure, Steel. Et vous avez aussi l'import-export au format DXF2, ici, qui vous permet notamment de récupérer et d'exporter tout ce qui est modélisation de maillage déformé avec ce format DXF2, donc qui est différent du format DXF standard, notamment pour la récupération de tout ce qui est maillage déformé. Je rappelle, je ne l'ai pas précisé initialement, mais vous avez à chaque rubrique plus d'informations, donc le PDF sera disponible et vous pourrez retrouver tout de suite les liens vers les publications sur ces différentes fonctionnalités qui ont déjà été publiées sur notre site. Vous avez également dans les fonctionnalités la partie diagramme d'articulation, donc vous pourrez directement visualiser des diagrammes de résultats au niveau de vos articulations. Ça pourrait être notamment intéressant dès que vous êtes sur des articulations avec des non-linéarités et notamment quand vous êtes avec des analyses pushover, ça permettra de voir du coup les variations de résultats dans vos articulations. On va basculer sur les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités dans les modules et programmes autonomes. Donc sur cette partie-là, on va notamment avoir sur la partie vérification du bois, l'intégration de vérification au feu sur les surfaces, notamment avec l'intégration des vérifications selon l'Eurocode 5, selon les normes suisses, américaines et canadiennes. Vous allez pouvoir donc faire vos vérifications au feu. Ici, vous pourrez donc visualiser notamment la partie réduction de plis par rapport à la carbonisation des plis pour du CLT. Et sur la partie CLT, vous pourrez aussi préciser en fonction notamment des avis techniques, en fonction des types de colle, s'il y a besoin de prendre en compte également des notions d'accélération par rapport à la carbonisation entre les plis, préciser à quel moment on considère la chute du pli. Donc là, vous avez ces points-là qui seront accessibles. Toujours sur la vérification au feu, vous aurez possibilité de visualiser les diagrammes de carbonisation sur vos surfaces. Donc ça vous permettra ici de voir la coupe avec l'évolution de la carbonisation de la surface, des plis du panneau, en fonction du temps
demander de résistance au feu. Donc, ça vous permet de visualiser comment évolue la carbonisation dans l'épaisseur de votre panneau en fonction du temps. En lien toujours avec la partie bois, mais cette fois-ci sur le module surface multicouche, vous avez à présent le type mur ossature bois qui est disponible. Alors, du coup, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de venir définir les éléments qui composent votre mur, que ce soit les éléments de contreventement, donc panneaux. Vous pouvez préciser si c'est que d'un côté ou sur les deux faces de votre mur que vous avez un panneau. Vous pourrez également préciser les différents composants de votre mur, donc montant, lisse, éléments de contour, les éléments de couturage. L'intérêt ici, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure dans le modèle, d'avoir une surface qui vient générer en fait l'ensemble de votre ossature par rapport à la composition que vous avez définie. Vous pourrez ensuite effectuer tout ce qui est vérification de ces différents éléments dans le module vérification du bois. Initialement, c'est une fonctionnalité qui a été plutôt développée pour la partie bois, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur d'autres types d'ossature, par exemple les ossatures métalliques, ce sera également possible. Sur la partie vérification du béton, on a également des nouvelles fonctionnalités avec les armatures de poinçonnement. Vous pouvez donc définir des armatures de poinçonnement verticales. Ici, ces armatures elles seront prises en compte notamment dans les vérifications au poinçonnement pour vos dalles. Vous avez également l'intégration de la vérification en feu sur les planchers et voiles, donc sur les éléments surfaciques, avec la méthode simplifiée par valeur tabulée. Donc là, vérification selon la partie 5.4.2 de l'Eurocode 2.1.2. Vous retrouvez également des résultats d'armature par situation de projet sur la partie vérification béton, ce que j'ai présenté tout à l'heure. Vous pourrez identifier tout de suite et regrouper les différentes vérifications dans un même tableau en fonction des situations de projet, ELU, ELS. Vous allez également avoir la partie détermination des armatures longitudinales requises pour les analyses de fissuration directe, donc là par rapport à WK qui sont également accessibles. On a également implémenté la partie calcul d'armature automatique sur tout ce qui est armature longitudinale pour les barres. Donc vous pourrez là préciser soit un nombre de barres à optimiser, soit déterminer le diamètre. Et là-dessus, en automatique, le module, le logiciel pourra vous proposer soit la quantité d'armature, soit le diamètre des armatures pour les armatures longitudinales de vos barres. On a également implémenté sur la partie béton les analyses non linéaires pour le béton armé, donc avec des nouveaux modèles de matériaux de type anisotrope endommagement ou isotrope endommagement. Donc là, vous pourrez sur des barres, sur des surfaces, considérer ces propriétés de matériaux non linéaires dans le calcul. On va basculer maintenant sur la partie module analyse géotechnique, donc qui permet de définir tout ce qui est composition de sol. Vous allez retrouver dans ce module-là un nouveau type de matériau avec le modèle Oak Brown, qui va vous permettre de définir des comportements de matériaux linéaires, élastiques, idéal plastique. Donc là, sur des propriétés de matériaux qui seront notamment adaptés pour définir différents types de sols et notamment un mode de comportement au niveau de ce matériau qui sera plutôt adapté pour tout ce qui est roche ici au niveau de la définition de vos compositions de sol. Vous avez aussi pour la définition des éléments dans la partie analyse géotechnique un nouveau type de barres qui seront les barres de type pieux qui vous permettront ensuite de prendre en compte tout ce qui est résistance longitudinale le long du pieu et également en base du pieu. Donc là qui vous permettent également d'avoir des analyses plus précises et plus poussées sur la partie calcul de fondation via pieux, via l'analyse géotechnique dans RFM6. Et puis, autre point sur la partie analyse géotechnique, un autre modèle de matériaux de type sol à durcissement modifié qui pourra être adapté à différents types de sols et qui va vous permettre ici de prendre en compte différentes propriétés dans la composition de votre sol avec des dépendances à la contrainte de la rigidité, des dépendances à la trajectoire de charge, des formations plastiques, donc différents aspects ici qui peuvent être considérés au niveau des propriétés de votre composition de sol.
On continue à présent sur la partie modèle de bâtiment. Modèle de bâtiment, donc ici, on va pouvoir avoir une nouvelle fonctionnalité qui permettra de négliger notamment les ouvertures dans la partie calcul. Ici, donc ça vous permet de définir un ratio, un critère en fait de dimension qui vous permettre de négliger tout ce qui est petite ouverture, notamment dans vos surfaces, pour vous intéresser qu'à la partie essentielle de la partie calcul sur les modèles de bâtiments. Ça vous permet aussi de pouvoir accélérer aussi le calcul et ne pas vous intéresser justement à ces petites zones ici. Vous allez aussi retrouver dans ce module-là la partie voile de cisaillement et poutre voile qui va fonctionner à présent avec des éléments type barre. Donc vous pouvez définir à présent des éléments type voile de cisaillement ou poutre voile composés de barres. Précédemment, c'était uniquement des éléments type surface qui fonctionnaient. Et à présent, vous pouvez définir des éléments barres pour ces points-là. Vous allez également retrouver dans la définition de vos planchers, dans le module modèle de bâtiment, la fonctionnalité diaphragme semi-rigide pour les modélisations de vos planchers au niveau des étages. Et ici, vous allez pouvoir, donc sur le même principe que la fonction diaphragme rigide, sauf que là, ici, vous allez pouvoir considérer la flexion de la dalle, la rigidité en flexion de la dalle dans le calcul du modèle de bâtiment. Et autre point, tout ce qui est lié aux propriétés de vérification, c'est-à-dire quand vous exploitez par exemple le module vérification du béton, vous allez retrouver ces propriétés de vérification sur le paramétrage des voiles de cisaillement et des poutres voiles. Donc directement ici, vous retrouverez, vous avez accès à ces critères ou à ces paramétrages de vérification quand vous êtes dans la fenêtre pour les voiles de cisaillement ou pour les poutres voiles. Et dernier point sur ce module modèle de bâtiment, ça va être sur la partie calcul de centre de gravité, en considérant les charges et les cas de charges et combinaisons de charges. Initialement, c'était uniquement par rapport à ce que vous aviez modélisé ou par rapport au poids propre. À présent, vous pouvez également visualiser ou calculer le centre de gravité en tenant compte des charges présentes dans votre cas de charge ou dans vos combinaisons de charges. Sur la partie module analyse contrainte déformation, vous allez avoir des nouveaux réglages accessibles avec notamment la spécification d'une variation de contrainte limite dans les éléments, c'est-à-dire que vous allez pouvoir renseigner un delta de variation de vos contraintes et contrôler les variations dans un élément respecte ce delta de variation et ne le dépasse pas. Vous avez également l'analyse des contraintes en fonction des signes, où là vous allez avoir des options qui vous permettent de préciser des valeurs min, des valeurs max pour des vérifications de contraintes dans les éléments. Ensuite, sur la partie phase de construction, donc le module analyse des phases de construction, vous avez des nouveaux types de définitions, notamment avec les sections de phase. On l'a déjà vu dans un webinaire hein, sur ce module-là. Vous allez pouvoir, donc dans la partie phase de construction, considérer notamment sur les sections paramétriques massif 2, donc qui correspondent à des sections composées, va préciser que en fait, cette section-là, vous avez une partie de la section qui agit dans une phase et une autre partie qui sera rajoutée dans une seconde phase. Donc ça, vous avez ces nouveaux types de définitions avec les sections de phase. Vous avez aussi sur les phases de construction la possibilité d'afficher l'organigramme pour les phases de construction. Ça vous permet ici de retrouver ce rendu graphique pour visualiser l'évolution de vos phases ici directement via un organigramme. On bascule ensuite sur la partie module analyse historique de temps, donc là plutôt lié à des analyses, notamment d'analyse dynamique. Vous avez à présent sur ce module-là la possibilité de considérer des états initiaux. Ça permet notamment sur ce point-là de partir avec une analyse historique de temps, avec un état initial d'une structure, soit par rapport à des précontraintes, soit par rapport à une partie recherche de forme, ou soit sur la base de déformation initiale de la structure. On bascule ensuite sur le module vérification de l'aluminium. Ici, on va retrouver dans ce module-là la possibilité de considérer la réduction locale de la résistance due aux soudures transversales.
Donc ça, une fonctionnalité aussi qui était demandée et qui vous permet ici de considérer donc les soudures transversales qui apportent une réduction locale de résistance ici, due à la zone affectée thermiquement. Et donc là, vous pourrez donc effectuer vos vérifications spécifiques selon l'Eurocode 9 au niveau de ces zones, au niveau de vos barres. Dans la partie module recherche de forme, vous avez également un nouveau matériau qui est disponible avec le matériau orthotrope textile élastique non linéaire pour les surfaces, qui va vous permettre ici de renseigner des propriétés plus précises, plus poussées sur la définition de votre toile et de votre matériau, notamment avec ici la possibilité de préciser la composition du matériau. Ici, on passe sur un modèle de volume élémentaire représentatif pour les microstructures, RVE, et vous aurez possibilité de préciser différents types de trames du tissu. Ça vous permet notamment d'avoir une modélisation plus réaliste au niveau de la géométrie du tissu et des effets de déformation transversale également qui seront considérés par rapport à cette définition de matériaux. On va ensuite passer sur la partie module assemblage acier. Donc le module assemblage acier, c'est un des modules qui a pas mal évolué aussi au cours de l'année 2024, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités au niveau des composants, notamment un premier composant, le composant type nervure, qui vous permet de rajouter un raidisseur longitudinal au niveau d'une barre. C'est une fonctionnalité qui également fonctionne et est accessible quand vous travaillez avec des barres à section creuse circulaire. Vous avez également la déformation plastique limite qui peut être ajustée pour les soudures. Initialement, elle était aussi disponible pour les plaques, mais à présent, elle est également disponible pour les soudures, pour les vérifications ALU ALU. Vous avez un nouveau composant type plaque d'assise qui vous permet notamment de définir des éléments pour les assemblages sur blocs de fondation et notamment de traiter tout ce qui est pied de poteau. Donc là, vous aurez définition des ancrages, des plaques, des soudures. Vous aurez également toutes les vérifications associées qui seront faites avec notamment aussi la vérification de la partie interaction acier-béton qui sera justifiée. Pour le module assemblage, initialement on pouvait l'utiliser sur des barres standards, à présent vous pouvez aussi l'utiliser sur des barres type poutre résultante et modèle surfacique. Donc modèle surfacique, je rappelle, c'est des barres où vous pouvez jongler entre un affichage standard et un affichage surfacique, et notamment dans lequel vous pouvez définir des ouvertures. Donc là vous pourrez travailler avec ces deux types d'éléments, configurer vos assemblages et faire le calcul de vos assemblages ici sur le module assemblage acier. Vous avez dans les nouveaux composants le composant tronçon. Ce modèle-là, ce composant va vous permettre notamment de venir couper vos barres en extrémité et de rajouter une autre extrémité de barre qu'on peut voir ici sur la représentation graphique avec une connexion par plaque d'about ici. Donc là ici, pour des nouveaux composants et des vérifications qui seront également effectuées, que ce soit sur les parties plaques, connecteurs et soudures. Sur le réglage de vos éléments, on va avoir aussi un positionnement relatif des objets qui est à présent disponible, qui vous permet de rentrer avec plus de précision la position de vos éléments. Vous retrouvez également avec le module assemblage acier dans le Delubal Center la bibliothèque des assemblages. Cette bibliothèque, vous retrouvez donc déjà de base plusieurs types d'assemblages. Vous pouvez aussi, si vous avez des assemblages standardisés par rapport à vos projets, ou c'est des assemblages qui reviennent régulièrement sur vos projets, vous pouvez venir compléter cette bibliothèque avec vos propres références d'assemblage. Donc là aussi, c'est une bibliothèque qui est défini par défaut, mais vous pouvez venir faire évoluer et personnaliser cette bibliothèque avec vos propres données. Et sur les composants, on va également retrouver une nouvelle fonctionnalité dans les composants de type plaque. Initialement, vous étiez sur des composants type rectangulaire, circulaire. À présent, vous pouvez définir des plaques polygonales et donc là, vous allez pouvoir définir directement la géométrie de vos plaques en définissant les coordonnées des points de contour de votre plaque. Et sur les dernières fonctionnalités pour la partie module assemblage acier, on va retrouver ici un composant contact entre surfaces qui va permettre de prendre en compte que vous avez deux barres par exemple qui reposent l'une sur l'autre. Vous pourrez prendre en compte la friction entre les surfaces
avec ce composant. Et puis, dernier point, ce sera l'interaction assemblage-structure, c'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir prendre en compte la rigidité de l'assemblage, faire le calcul de rigidité d'assemblage, et également modéliser ou réinjecter en fait dans votre modèle cette raideur. Donc, vous pourrez demander à générer les articulations et les raideurs dans le modèle global par rapport au calcul de rigidité qui aurait été fait via le module assemblage acier. Sur les programmes autonomes, on va retrouver dans R-section une nouvelle fonctionnalité qui sera la génération des angles au niveau de la partie pièce. Donc quand vous modélisez dans R-section une section via les éléments, vous avez retrouvé la possibilité de demander à combler la génération des angles avec de la matière pour la création de vos pièces. On va passer sur la partie nouveau module. Sur la partie nouveau module, on va notamment avoir le module fondation en béton qui est sorti donc l'an dernier avec la partie ici vérification des fondations superficielles, armées ou non. Et ici, vous allez pouvoir donc dans cette partie faire les contrôles selon la partie analyse géotechnique de l'Eurocode 7, mais également les vérifications sur la partie béton. Vous allez retrouver donc tout ce qui est détails de vérification. Vous allez retrouver aussi les affichages et rendus graphiques. Ici, vous aurez aussi les tableaux avec les quantités d'armature. Et vous aurez tous les détails de vérification ELU, ELS qui seront accessibles et disponibles pour voir les vérifications effectuées au niveau de vos fondations. Donc voilà pour les nouveaux modules. On va passer sur la partie perspective. Donc, on fait un retour sur les perspectives qui étaient prévues pour 2024 au niveau des fonctionnalités. On avait plusieurs fonctionnalités. Certaines, on les retrouve dans ce qu'on a pu présenter dans ce webinaire. Donc, une grande partie des fonctionnalités ont pu être développées. On va avoir des fonctionnalités qui n'ont pas pu l'être, qui vont revenir dans la partie fonctionnalités prévues pour 2025. Donc, pour cette année, on va notamment retrouver au niveau des fonctionnalités attendues, des évolutions sur la partie fondation pour développer d'autres points dans la partie fondation, des vérifications sur la partie verre, que ce soit du vitrage isolant, du vitrage monobloc ou vitrage verre feuilleté. On va avoir également la détermination des patrons de coupe, donc là pour tout ce qui est recherche de forme et pour les toiles, et après pouvoir effectuer la partie patron de coupe sur les membranes, la mise à plat. Vous allez avoir aussi des nouveaux types d'éléments avec les types de barres câbles sur poulie. Vous allez aussi sur la partie analyse d'historique de temps, la partie non-linéarité de l'analyse historique de temps, prendre en compte cet aspect-là. Les appuis spécifiques pour les échafaudages, la partie linéarisation des sols, donc là plutôt lié à la partie analyse géotechnique, c'est-à-dire pouvoir, quand on passe sur un modèle géotechnique avec une composition de sol en solide 3D, pouvoir linéariser tout ça, faire une simplification et convertir tout ça en un appui surfacique. Sur la partie analyse pushover, la prise en compte des articulations pour le béton et notamment pour les nouveaux codes américains. Vous allez également avoir la partie protection au feu pour le béton avec la méthode par zone, donc une autre méthode, un choix sur une autre méthode de vérification au feu. Sur la partie analyse plastique, on attend également des améliorations donc, qui vont arriver. Vous avez également sur la partie API une version 2 de l'API qui va être également mise en place avec des extensions et aussi une accélération de l'interface web service sur cette partie API. On va également avoir un nouveau module CAO, qui va permettre notamment d'avoir l'aspect plutôt dessin, avec notamment tout ce qui est rendu graphique, que ce soit les sorties de plans de ferraillage ou des sorties de plans de votre modèle. Donc on aura un outil qui sera disponible pour pouvoir justement faciliter ces sorties de plans via Airframe directement. Le calcul par bande, ici aussi les fonctionnalités liées à la partie béton, les types de modèles 2D avec le type déformation dans le plan. Vous avez les barres de type précontrainte qui seront également prévues, les évolutions aussi sur la partie vérification des murs ossature bois avec notamment des ajouts sur la partie panneaux pour ces murs ossature bois.
Vous aurez aussi tout ce qui est combinaison mixte, c'est-à-dire la possibilité ici de prendre plusieurs normes différentes dans un même modèle pour des vérifications ici. Vous aurez également le module connecteur, donc l'équivalent de ce qu'on avait avant dans RFM5 avec RF Limit, qui arrivera donc sur RFM6 cette année, avec la possibilité de définir des connecteurs en extrémité de barre. Sur d'autres fonctionnalités, les analyses de stabilité pour la partie géotechnique, la partie amélioration des performances sur la partie maillage indépendant. Donc on a pu voir ici déjà le maillage indépendant, mais on a aussi des choses qui sont prévues sur ce point-là avec des améliorations de performance. Vous avez la partie soudure dans R-section et RFEM. Aujourd'hui, on a déjà possibilité de définir ces types d'éléments, mais on a aussi des choses qui vont évoluer sur ces points-là. La partie module assemblage bois, l'extension sur la vérification pour le module acier, vérification de l'acier sur les surfaces et sur les soudures. Aujourd'hui, c'est vérification sur les barres ici qui sont effectuées, mais on va pouvoir aussi effectuer des vérifications sur les surfaces et sur les soudures. RFM en cloud pour l'utilisation du code avec tout ce qui est web service. Vous aurez également la partie fenêtre 3D dans les interfaces de RFM avec des options d'export DXF. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un rendu 3D, vous allez avoir la possibilité d'exporter en DXF, notamment sur la partie assemblage ici. Les exports en format DGN pour Bentley. Le codage Python avec Mia, donc pouvoir utiliser Mia comme assistant pour aider à coder en Python. Vous aurez aussi des évolutions sur la partie pied de poteau, donc là dans le module assemblage acier. Un module assemblage acier comme solution indépendante, c'est-à-dire pouvoir avoir le module assemblage acier sans forcément utiliser RFEM, mais du coup configurer un assemblage, définir des charges et utiliser le module seul, donc vraiment comme une solution indépendante. Aussi, vous retrouverez donc dans les fonctionnalités qui sont prévues la partie section composite dans R-section, également la définition de rose des vents, donc là plutôt lié à tout ce qui est assistant de charge de vent et également soufflerie, pouvoir déterminer ou préciser des informations sur les vents dominants, l'orientation des vents dominants. La partie flambement de plaques correspondant à un ancien produit qui correspondait à plate buckling ici. Également la partie intégration de tout ce qui est chemin de roulement au niveau de RFM6, la partie modélisation et calcul de pylônes, donc également là des fonctionnalités qui existaient dans RFM5 et qui sont prévues ici pour cette année sur RFM6. Et dernier point, ce sera le calcul des nouvelles définitions de barres en bois, c'est-à-dire les vérifications bois sur tout ce qui est poutre courbe, poutre à variation d'inertie, donc type ventre de poisson ou type poutre banane. Donc là, ici, on aura ces différentes barres qui sont aussi prévues à la vérification dans le module vérification du bois pour cette année. Donc ce sera tout sur ce webinaire. Je finis sur les services en ligne. Vous retrouvez donc toujours sur notre site les outils Geozone Tool, les articles techniques FAQ accessibles directement. Vous avez accès également à nos modèles qui sont disponibles au téléchargement, un modèle de webinaire et autres ici. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre site. Toutes ces données sont accessibles gratuitement sur le site. Vous avez également nos chaînes YouTube et aussi dans la rubrique vidéo du site internet de Delubal Software, vous retrouverez tout ce qui est webinaire, vidéo tutoriel ou d'informations sur les nouvelles fonctionnalités. Vous retrouvez également notre boutique en ligne et si vous n'avez pas encore essayé, je vous invite à tester nos solutions. Vous avez 90 jours de période d'essai. Si vous avez des questions, besoin d'informations, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à info@delubal.fr ou directement à nous contacter au numéro qui s'affiche ici. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt.